Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler d'une startup en cours de levée de fonds sur une plateforme, comme je le fais très régulièrement le dimanche soir. C'est un petit peu le rendez-vous des start-upers. Et ça m'a été demandé par plusieurs personnes. C'est une startup qui fait pas mal parler d'elle, qui est bien sûr SmartHab en levée de fonds en ce moment. Sur Anaxago, je vais donc analyser cette startup avec mes célèbres critères d'investissement. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. J'ai donc sous les yeux mes critères d'investissement, mes 7 critères d'investissement au travers desquels j'analyse les startups, comme je le fais d'habitude. Équipe, unfair advantage, marché, scalabilité, effet d'échelle, monétisation, marge, valorisation. Je te précise que si tu veux en savoir plus sur mes critères d'investissement, tu peux mettre cette vidéo sur pause ou tu peux aller voir après cette vidéo. Eh bien, dans la description de la vidéo YouTube, juste en dessous, il y a un lien où tu peux télécharger gratuitement mes critères d'investissement. C'est un document d'une dizaine de pages où je t'explique dans le plus grand des détails ces critères, mon raisonnement, etc., etc. Donc j'ai ces critères ici sous les yeux qui vont me permettre d'analyser cette startup avec mes fameux bons points, mauvais points qui sont là, qui sont prêts à être dégainés. Et je suis donc sur le site d'Anaxago et donc je vais bien sûr m'intéresser ici à la startup SmartHab. Alors, bien sûr, je t'invite à, dans un premier temps, peut-être aller regarder la vidéo de présentation. Je vais te présenter très brièvement SmartHab. Tu connais peut-être déjà ce que fait cette société. L'idée, très simplement, c'est d'équiper les logements en cours de construction, donc leurs clients sont les gens qui construisent des logements, de les équiper de telle manière que ces logements puissent être des smart homes, c'est-à-dire que tu puisses contrôler toute ta maison avec ton smartphone, la température, la lumière, les volets, les prises de courant, etc. etc. Pour faire ça, il faut que, bien sûr, les prises, les volets, les machins et les bidules soient connectés, soient reliés à Internet ou reliés à ton réseau pour être reliés à ton smartphone. Et donc, si tu as un appartement classique, eh ben, tu peux faire les travaux pour les relier, tu peux mettre en place certains systèmes, etc. Mais avec SmartHab, eh ben, le but c'est que ce soit déjà construit, déjà intégré pour quand tu arrives dans l'appartement, tu n'as plus qu'à te brancher. Donc là, il y a une petite vidéo de présentation qui est en fait une interview. Et on va commencer donc tout de suite avec les critères d'investissement. Donc tu l'as compris, l'idée c'est d'intégrer du matériel dans des appartements, de faire de la construction, d'intégrer des prises, d'intégrer du matos. Donc tout de suite, par définition, on voit qu'il n'y a pas d'effet d'échelle, en tout cas il n'y a pas d'effet d'échelle comme moi je l'entends dans mes critères d'investissement, c'est-à-dire que si tu veux équiper 10 fois plus d'appartements, eh bien il faut acheter 10 fois plus de boîtiers connectés, il faut installer 10 fois plus de boîtiers connectés. Est-ce que c'est eux qui les installent ou est-ce que c'est le groupe qui les installe? Ça doit être écrit ici quelque part, mais dans tous les cas, ça représente du travail, de la main d'œuvre, du temps, et donc bien sûr, eh bien c'est pas scalable comme peut l'être une startup sur internet qui, une fois qu'elle a son site web, peut avoir autant d'utilisateurs qu'elle veut de façon démultipliée. J'ai là tout de suite sous les yeux le profil LinkedIn de Godefroy, d'Olivier, qu'on va aller voir, directrice marketing, directeur technique, ça c'est important parce que c'est un projet technique, directeur produit, comité stratégique. On va aller voir surtout les deux points principaux parce qu'on ne va pas aller voir tout le monde. Alors, que disent-ils en présentation? Est-ce qu'ils nous répondent à la question? Non, donc ils répondent pas à la question de qui installe effectivement les boîtiers. Alors, on te dit que le marché est géant, d'accord, super, une augmentation, un carnet de commandes de 3 millions, ils intègrent le capital de la société, Vinci Eiffage et le groupe Duval, d'accord, le marché est en pleine croissance, donc ça bien sûr, c'est vrai, on va le noter tout de suite. Bon, et là c'est un peu tout ce qu'on a. Dossier d'investissement, ici on a les documents. Donc le marché est en pleine croissance, effectivement. Le marché de la promotion immobilière est en croissance. Le marché de la domotique, de la maison connectée est en croissance. Donc là-dessus, il n'y a effectivement pas de problème. Ensuite, puisque je les ai donc ouverts à l'instant, on va aller voir les profils LinkedIn des fondateurs pour voir un petit peu l'expérience, la complémentarité. Godefroy, il est, je le sais parce que j'ai déjà analysé cette société, serial entrepreneur, il est board member de plusieurs boîtes, il est un expert pour 2020 de l'horizon européen, machin, enfin, c'est un mec dans le métier, si tu veux, il est connu, il a fait sa place, il a fait des trucs. Il était CEO de Starting Dot pendant 5 ans, qui était une boîte de nom de domaine, donc absolument rien à voir, mais il s'y connaît un petit peu en web et en internet. C'est dommage, c'est pas ce qu'il fait là, mais voilà. Il est également investisseur,
il a fait tout un tas de choses. Il est board member de plusieurs boîtes. Il a également, de 2004 à 2006, créé Galaxy Organization, un salon du football, donc, etc., etc., etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience entrepreneuriale. Tu le sais, c'est un énorme avantage quand c'est un entrepreneur qui ne crée pas sa première boîte, mais qui a du vécu. Donc, un point tout à fait positif là-dessus. On va aller voir tout de suite Olivier, que je connais moins, mais qui est le directeur technique. Et donc, bien sûr, il y a une très bonne complémentarité entre les deux profils. Visiblement, il a fait HEC, peut-être. Alors, c'est bizarre, on ne forme pas trop des techos à HEC, mais pourquoi pas? Où est-ce qu'on a sa formation? Il a fait Schema, il a fait HEC, il a fait Arizona State, il a fait Supinfo, voilà, c'est ça. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui a des compétences techniques. Il a travaillé pendant 17 ans chez Nice Matin, incroyable. Il a géré la DSI du groupe, 100 millions de CA, 1200 personnes. Donc effectivement quelqu'un de très pointu sur la technique et des profils très complémentaires. Donc une super équipe, une all-star team, une équipe digne de la NBA américaine. Sur l'équipe, là-dessus, il n'y a aucun problème. On va parler de la monétisation et de la marge. Alors, est-ce qu'on va être capable de trouver ça? Alors, j'ai téléchargé tous les documents ici qui me sont proposés et je les ai dézippés, ils sont là. Et on va essayer de voir dans quel document on peut trouver des trucs intéressants. Donc, les statuts, on s'en fiche. La note d'opération. Alors, la note d'opération, on a ici la valorisation notamment. Et on va faire une recherche. Est-ce qu'on trouve le mot marge? Oui, élargissement, réduisant d'autant ses marges. Non, d'accord. Une marge de manœuvre. Donc là-dessus, on n'a effectivement pas la marge. Est-ce qu'on va l'avoir ici? Solde trésor? Non. Chiffre d'affaires, encaissement, trésor. Là, on va peut-être trouver des choses. Donc, ils veulent faire 150 000 € de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre. Et sur les 150 000 €, non. On parle juste de trésor. On ne sait pas combien ils font de marge. Là, on va peut-être l'avoir. Non plus. Ah, c'est marrant, hein. On va la voir, on va la trouver quelque part. Hein. Je les découvre en même temps que toi exprès. C'est aussi intéressant de voir à quel point c'est facile ou pas de trouver cette information-là pour un investisseur moyen comme toi, comme moi, qui cherche des informations. Là, on a le BE qui est que négatif parce que bien sûr, il y a beaucoup plus de dépenses. Mais sur le chiffre d'affaires, on ne sait pas quelle est leur marge. Ça, c'est un petit peu embêtant, effectivement. Marge de manœuvre. Non, d'accord, toujours, d'accord. Donc on a, dans ce document-là, pas les marges, on va chercher les documents suivants. Qu'en est-il du mémorandum investisseur? Ah bah oui, là, c'est carrément le pitch deck que je défile rapidement. On devrait peut-être trouver leur marge ou pas. Tac. Les revenues, non, entreprise... Peut-être que je le rate. Hein. Ah, 35%, revenue margin. Ok, ils visent 50%. Donc 35%, bah non. Désolé les cocos, ça passe pas le filtre Gabriel. C'est un filtre très difficile à passer. Mais non, ça ne passe pas puisque je veux effectivement au moins du 50%. Ils n'y sont pas aujourd'hui. Ils visent 50%, mais c'est aujourd'hui qu'on investit, pas demain. Donc peut-être que demain ils feront 50%, aujourd'hui ils font 35%. Donc la marge, c'est pas terrible. Un autre point du coup que j'ai vu, c'est qu'ils ont fait donc ah non, c'était sur le dernier trimestre 2018 où ils ont fait 150 000 € de chiffre d'affaires. J'aimerais bien savoir comment ils ont fait en 2018 en entier pour mettre ça en rapport avec la valorisation. Mais à nouveau, ils ne l'ont pas écrit, enfin ils l'ont sûrement écrit, mais il faut le trouver quelque part et c'est pas évident. Là. Ah oui, donc ils te parlent des prises de commande, donc ils ont 2,5 millions de prises de commande. Alors dans la vidéo c'était plutôt 3 millions hein, dans la vidéo que tu peux aller voir, mais bon, ok, ça varie un peu mais pas trop. Et j'aimerais bien moi savoir combien ils ont fait de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on l'a ici dans ce beau tableau, dans cette belle présentation? Non, des tableaux. Donc on te dit que le marché c'est 3 milliards, d'accord. Ils ont 22 clients. Ils ont 2,5 millions de booking, mais ouais, c'est du deferred revenue, donc ils te l'ont fait en anglais pour te brouiller les pistes, mais c'est du revenu différé. C'est des commandes, mais les commandes tant que l'argent, il n'est pas sur le compte, et ben, donc tu vois, je trouve ça intéressant de le faire en direct. Je fais exprès bon, a priori, je vais assez vite, on me le dit souvent, mais je fais exprès de faire ça en disant quel est le temps qu'il faut à un investisseur pour trouver cette info-là.
Tu vois, là, on a des chiffres complètement différents. Ils te disent que finalement, en 2019, ils vont faire 1 million. Il y a 2 secondes, ils avaient 3,5 millions de signés. Le chiffre d'affaires sécurisé à date, il est sécurisé accord de principe, ça vaut que dalle. Commande signée, ça vaut un peu. Mais tant que c'est pas livré et pas payé, voilà. Là, ça y est, on a le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, en 2018, une boîte qui fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Pour une valo de 8 millions d'euros. Valo pré-monnaie, c'est écrit ici en tout petit. Donc la valo, évidemment, et ça, je m'y attendais un peu. Bon, enfin non, je m'y attendais pas, mais voilà, en tout cas, je suis pas surpris. La valo, c'est pour moi beaucoup trop élevé, une valo de 8 millions pour une boîte qui a fait 300K de chiffre d'affaires. À nouveau, la valo, c'est très subjectif. Peut-être que si les personnes d'Anaxago ou de Smart App voient cette vidéo, ils vont dire, mais pas du tout, la valo est tout à fait justifiée. C'est possible, c'est suggestif, c'est une question... aussi moi d'habitude à force de voir des startups etc, mais ça dépend de chaque startup, ça dépend effectivement. Moi je dis simplement par rapport aux 300 000 €, en fait ils vont te répondre oui mais on a 3 millions de commandes. Moi je donne pas énormément de valeur à ces commandes parce qu'il peut se passer plein de choses, on le sait, avant que effectivement ces commandes que l'argent soit sur ton compte bancaire. Par ailleurs, est-ce qu'ils ont un unfair advantage énorme? Et c'est la dernière chose que je vais essayer de déterminer. Et si c'est le cas, ça peut potentiellement justifier une valo énorme s'ils te disent oui, on n'a fait que 300 000, mais on est les seuls, on a un contrat d'exclusivité avec Vinci et FH, par exemple. Je pense pas que ce soit le cas. Et ben là, tu te dis ok, c'est les seuls, donc ils vont faire plus de chiffre d'affaires. Mais voilà. C'est ce que je vais essayer de déterminer là en dernier. La monétisation, bien sûr, ils savent comment monétiser puisqu'ils vendent leurs services et ils l'ont déjà fait pour plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il n'y a pas de problème. Il nous reste donc l'unfair advantage à déterminer et là c'est vraiment la question de, je cherche à répondre à l'interrogation suivante, si un concurrent de Smart App vient demain essayer de faire la même chose, est-ce qu'ils vont mieux y arriver ou moins bien? Dans ce cas précis, c'est pas évident, il y a plusieurs choses qui jouent en leur faveur. Premièrement, donc ils ont déjà fait des tests, ils en parlent dans la vidéo avec Vinci, avec FH, qui sont les plus gros français, ils veulent attaquer le marché allemand. Ils ont déjà fait 300 000 € de chiffre d'affaires, donc si toi tu commences demain la même boîte, eh ben, tu pars avec 300 000 € de retard. Donc là-dessus, ils ont effectivement des choses qui vont tout à fait en leur sens. Par ailleurs, ils ont ce fondateur Godefroy qui est un petit peu connu dans le milieu, et ils ont sécurisé 2,9 millions de commandes. Donc effectivement, là-dessus, ils ont, dans un premier temps, effectivement, un avantage injuste, un unfair advantage, et il a revendu 3 sociétés, notre ami Godefroy Jordan, en faisant x2 à x10 systématiquement. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, on est entre guillemets dans de bonnes mains. Donc et les personnalités comptent énormément pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment important. Les personnes à la tête, c'est peut-être un des critères les plus importants. Ceci étant dit, donc pour ça, je vais leur mettre un point positif sur le unfair advantage. Ceci étant dit, il n'y a pas de techno, à ma connaissance, breveté. Il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et il s'agit entre guillemets simplement, alors je dis pas que c'est simple, j'imagine bien qu'ils ont développé un savoir-faire, mais il s'agit simplement de mettre des trucs connectés dans une maison, ce que quand même tout le monde peut faire. Alors à nouveau, tout le monde, je suis sûr qu'il y a un savoir-faire, mais je veux dire, un concurrent demain peut faire la même chose en bossant, il n'y a pas de grosses barrières à l'entrée, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas etc. Et par ailleurs, c'est un marché absolument gigantesque et énorme, donc même les 3 millions représentent pas grand-chose par rapport au marché qu'on te montre ici qui est de 400 millions. Donc il pourrait très bien avoir un concurrent qui arrive demain et qui prend 10% du marché, qui fait 40 millions quand eux ils en font que 3. Donc pour cette raison, je leur mets un point négatif sur le unfair advantage. Et tu sais, j'aime bien faire la vie n'est pas noire ou blanche, il y a des choses, des zones grises. Donc ils ont un certain unfair advantage, mais c'est pas non plus l'unfair advantage génial. Donc je mets un point positif et un point négatif, et je t'ai donné mon avis. Voilà pour ce qui est donc de mon analyse, dans ma première analyse de Smart App, à partir de mes critères d'investissement. Alors si tu veux aller plus loin, tu peux donc télécharger ces critères dans la description de la vidéo, c'est entièrement gratuit, tu mets ton email et tu les reçois par mail instantanément. Et donc tu peux les lire et continuer d'analyser la startup Smart App de ton côté. Par ailleurs, si tu veux connaître ma décision d'investissement, est-ce que j'investis mon argent personnel ou pas dans Smart App, eh bien cette décision est réservée aux membres de mon club privé Léonis Investissement, club que tu peux rejoindre. Dans ce club, non seulement je te donnerai mes investissements perso, des conseils d'investissement, est-ce que je pense que tu dois investir dans Smart App ou pas, dans les autres startups en levée de fonds sur les plateformes, mais par ailleurs, je te proposerai également d'investir dans des startups qui ne sont pas sur les plateformes, des startups qui sont
que moi je trouve par mon réseau personnel et des opportunités d'investissement auxquelles je crois énormément, dans lesquelles à nouveau j'investis mon argent personnel, eh bien je te proposerai ces opportunités. Le lien pour rejoindre le club privé Leonis Investissement, il est également dans la description de la vidéo, juste en dessous. Si tu es arrivé jusqu'ici, je serais ravi d'avoir ton avis sur SmartHab. Dis-moi ce que toi tu penses de cette startup, est-ce que tu vas investir ou non. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un like, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, évidemment, abonne-toi à la chaîne YouTube avec le gros bouton rouge juste en dessous qui s'appelle s'abonner. Très facile. C'est tout pour cette vidéo, je te dis à dimanche prochain pour une autre analyse de startup. D'ici là, je publie d'autres vidéos, tu peux les regarder dans le courant de la semaine et tu peux tout de suite même regarder une vidéo de moi au-dessus de ma tête.